Invité de notre rendez-vous entrevue à Kinshasa, Seth Kikouni, 36 ans, premier candidat déclaré au présidentiel du 23 décembre 2018 en RDC. Le pouvoir a piégé l'opposition avec la machine. Donc aujourd'hui, si l'opposition rejette, ils savaient que l'opposition va rejeter, ils vont dire voilà, on reporte les élections. Voilà. Et puis ils diront que voilà, c'est l'opposition qui a causé le report. Et nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut qu'il y ait élection. Dès ses premières déclarations, Seth Kikouni a soulevé la polémique et des débats. Moi, président, a-t-il déclaré, je vois la RTNC, elle ne sert à rien. Seth Kikouni veut renverser le rapport de force de la campagne et peser avec son collectif de candidats présidents. Il est contre la machine à voter. Nous sommes dans le calendrier. La CENI a prévu l'impression de bulletins du 20 au 5 décembre et nous sommes le 1er octobre. Donc, il y a encore beaucoup de temps pour imprimer ces bulletins-là. Et dans notre déclaration, ce que nous avons exigé à la CENI, c'est de nous associer à l'impression des bulletins. Résolument engagé pour les élections au 23 décembre, le Benjamin de la présidentielle, habitué aux premières loges, a installé son QG de campagne à côté du premier building de la RDC. Est-ce un signe? Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à Kinshasa. Merci d'être venu. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes un peu la révélation de cette élection. Vous avez été le premier à déposer votre candidature. Et vous avez été parmi les premiers à faire des déclarations fracassantes. On peut dire que vous avez l'enthousiasme chez Vieux au corps pour cette élection. Oui, nous sommes déterminés. Nous sommes engagés pour ça. Parce que nous avons estimé qu'il est temps pour les citoyens ordinaires que je suis de s'engager finalement en politique pour changer les choses au vrai sens du terme. Changer les choses, changer aussi le langage. Changer aussi le langage, oui, l'heure du politiquement correct, l'heure des messages que le peuple ne comprend pas est vraiment révolue. Il est temps qu'on puisse appeler le chat par son nom, dire des choses comme ils le sont. Et Seth Kikouni est là pour cela, la voix de la raison et une nouvelle idée, disons. Pas trop jeune pour s'engager dans ce combat? Non. De loin plus vieux que Lumumba, quand il s'est battu pour notre indépendance, ils avaient à peine 29 ans avec ses amis. J'ai 36 ans et je me sens d'ailleurs trop vieux. C'est vrai que, comme je disais, vous êtes une révélation, mais souvent les révélations, ça reste une révélation. Il faut franchir l'étape. Nous allons le faire, croyez-nous, nous sommes très organisés et nous nous préparons au 23 décembre. Nous sommes vraiment déterminés, nous affûtons toutes nos armes pour que la victoire puisse être la nôtre. Nous avons toutes les chances de remporter ces élections. Le décor est planté, il y a beaucoup de déçus et des indécis, des gens qui sont prêts à écouter un discours différent et nous sommes prêts à raconter ces discours-là. Vous êtes actuellement 21 candidats sur la ligne de départ et je rappelle toujours, vous êtes le premier à avoir déposé et j'imagine que vous voulez au bout de course être le premier. Oui, bien sûr. Et on voulait aussi montrer notre détermination. La politique s'est transformée en terrain de jeu. Les gens s'observent pour s'engager. Nous, on est allé déposer en premier pour dire que voilà, nous voulons que les choses changent. Et nous savons ce que nous sommes en train de faire. Raison pour laquelle on était le premier à déposer notre candidature sans se préoccuper de ce que les autres pensent ou font. C'est vrai que ça débloque un peu la machine vis-à-vis de ceux qui hésitaient. Vous vouliez que vous teniez à cette élection le 23 décembre. Oui, nous tenons, nous croyons à l'organisation des élections. Nous le voulons. Il y a eu 2 glissements en 2016 et puis en 2017. Si nous ne voulons plus de ça, on veut qu'il y ait élection. Alors pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des candidats. Et des candidats qui remplissent toutes les conditions, les critères. Et nous remplissons ces conditions-là et nous sommes présentés. Donc nous sommes là, nous n'envisageons pas un autre scénario. Nous sommes là pour qu'il y ait élection. Qui est derrière cette Kikouni? Personne n'est derrière moi. Cette question revient le plus souvent. Et ça me fait mal au cœur parce que je suis jeune. Et chaque fois qu'un jeune Congolais prend une initiative, directement on cherche à savoir s'il y a une main visible derrière ces jeunes-là.
Un jeune ne peut pas prendre une initiative. Forcément, il est manipulé. Avec ma candidature, je veux aussi présenter le profil de ce jeune Congolais-là compétent. Le jeune Congolais est compétent, le jeune Congolais travaille dur. Même si financièrement, beaucoup ne s'y retrouvent pas, mais il travaille dur. Et cette Kikouni fait partie de ces jeunes-là. Donc, vous avez travaillé dur? J'ai travaillé dur pendant des années pour être en mesure de me prendre en charge aujourd'hui. Il fallait des moyens financiers pour se lancer en politique parce que ma vision à moi est différente de la vision de plusieurs Congolais. Moi, je suis d'avis que la scène politique doit être cet espace-là qui réunit les meilleurs de la société. Quelqu'un peut être un mécanicien, mais le meilleur dans son domaine. Il peut venir faire la politique, essayer de servir la nation entière. Et je fais partie de ces meilleurs-là. Je suis entrepreneur, un très bon entrepreneur. Et aujourd'hui, je quitte le monde de l'entrepreneuriat pour me lancer en politique parce que, à mon niveau, je n'ai pas su servir une grande partie des gens. J'ai employé beaucoup de jeunes, mais ça ne suffit pas. Je vais maintenant travailler pour toute la République. Vous avez réussi quand même dans votre entrepreneuriat? Oui, la réussite doit toujours être quantifiable. Hein. Déjà, le fait que j'ai payé 100 000 $ prouve que, côté entrepreneuriat, j'ai su atteindre un certain niveau. Et en déposant ma candidature, j'ai beaucoup plus présenté ces côtés-là entrepreneurial. C'est ce que nous avons besoin de cette histoire-là dans notre scène politique aujourd'hui. Parce que notre scène politique est remplie de chômeurs, des gens qui ont pris les armes, les gens qui sont devenus politiciens parce que leurs parents étaient politiciens. Rarement nous trouvons des histoires comme celle de cette Kikouni. Donc je me suis battu. Là, je ne parle pas encore de mon parcours académique qui est aussi élogieux, mais je n'ai pas voulu évoquer ces côtés-là. Le mettre en avant. Voilà, il y a trop de bons parleurs, il y a trop de diplômés, mais les résultats. Or, mon compte entrepreneurial montre que j'ai produit des résultats concrets. Et on a besoin de bons faiseurs aujourd'hui en politique, des gens qui produisent des résultats concrets. Alors évidemment, quand on s'engage comme ça sur un processus, il faut que le processus vous donne confiance. Vous avez confiance en ce processus? Pas totalement. La CENI est manipulée, on sait tous le voir. On l'a vu pendant le processus de dépôt des candidatures, comment est-ce que certaines parties ont été mieux traitées que d'autres. On a vu comment est-ce qu'ils ont invalidé certaines candidatures et je ne peux pas dire que le processus m'inspire totalement confiance. Il y a d'autres problèmes, comme le problème de la machine à voter et le problème des fichiers électoraux, mais nous avons déposé notre candidature pour d'abord montrer notre détermination. Les autres problèmes, croyez-moi, nous allons les résoudre avant le 23 décembre. Et pour vous, il faut qu'on y arrive aux élections ce 23 décembre. Vous êtes contre notre glissement? Je suis contre le glissement, nous sommes obligés, parce que ça profite à qui finalement? Ça profite à la personne qui est au pouvoir. Ça ne nous arrange pas. En 2016, il y a eu glissement, l'année passée, il y a eu glissement. C'est le peuple qui continue à souffrir, parce que ceux-là qui entrent dans le gouvernement, ils viennent pour s'enrichir. Et on voit comment ils s'enrichissent. On a vu des gens qui ont fait 3 mois à la primature, comment est-ce qu'aujourd'hui ils vivent une vie aisée au détriment de la population. L'actuel gouvernement, la même chose. C'est le peuple qui ne se retrouve pas. Les gouvernements de transition, les coalitions font régresser notre pays. C'est vrai, il faut faire quelque chose. Alors, l'une de vos premières propositions, on fait sauter certains au plafond, on voulait vendre les bijoux de famille. Bijoux de famille, oui, mais qui ne fait pas très bien son travail. On va se le dire. Il fallait que quelqu'un le dise, finalement. On ne peut pas continuer à murmurer et puis critiquer derrière nos écrans sur Facebook. Ça ne se passe pas comme ça. La haine, c'est un problème. Dans les zones rurales aujourd'hui, en République démocratique du Congo, 80% des Congolais prennent pour parole d'évangile ce qui sort de la radio et de la télé. La RTNC est partout. C'est un problème. Et puis ça entre dans la logique de notre politique, de notre projet de société. Nous voulons désengager l'État. Et nous avons ciblé 2 secteurs. Il y a le secteur, l'espace audiovisuel, et puis il y a le secteur économique. Nous voulons désengager l'État, par exemple, du secteur économique pour une structure économique beaucoup plus rationnelle. Et les médias, nous avons vu les dérives depuis l'époque de l'OZRT. Nous voulons, si nous sommes élus, essayer sans chaîne nationale pour éviter le problème de culte de personnalité, pour donner beaucoup plus de pouvoir au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est là pour réguler et contrôler tous les médias. Et puis, nous voulons aussi permettre aux journalistes de devenir beaucoup plus neutres, indépendants, et puis être bien traités.
On s'attendait à ce qu'après la publication de la liste définitive du 23 décembre, vous soyez traité sur le même pied d'égalité. Avez-vous l'impression que vous êtes maintenant dans la peau d'un candidat président de la République, parce que vous êtes potentiellement un président de la République? Oui et non. Déjà, j'ai redonné de l'espoir à plusieurs familles, à plusieurs jeunes. Et quand je suis au milieu de ces jeunes-là, je me sens dans la peau d'un candidat président. J'incarne la rupture, j'incarne le changement qu'ils veulent. Ils voient en moi un discours différent, une autre façon de faire les choses et une autre histoire, c'est important. Mais par rapport aux institutions, je ne peux pas dire la même chose. Il y a parti pris dans les médias, à la RTMC et de la part de la CENI. On voit déjà les candidats du pouvoir rouler avec tous les moyens de la République. Les moyens du contribuable congolais, c'est ce qui nous fait mal, en fait, même avec la RTMC, qui fonctionne avec l'argent du contribuable. Ok, si ça sort de votre propre poche, on ne dira rien, mais vous ne pouvez pas prendre l'argent du contribuable et mettre au service d'un candidat pendant qu'ils sont tous supposés être traités sous le même pied d'égalité. Alors, cette Kikouni, au-delà de tout ce que vous pouvez dire, s'il n'y a pas d'échange entre vous et candidats, c'est que ce sera un peu comme l'élection dans un parti-État. Et c'est ce qui expliquerait ce regroupement de quelques candidats qui se disent un peu maltraités par les institutions. Oui, nous avons créé un collectif des candidats présidents de la République. L'Alliance est d'abord fonctionnelle. Nous voulons d'abord résoudre ces problèmes-là qui nous concernent tous, comme la machine à voter, l'impression de bulletins, d'autres problèmes relatifs à notre sécurité, l'accès aux médias. Nous voulons d'abord commencer par ces problèmes-là. C'est vrai que chacun a ses motivations, mais nous sommes engagés parce que nous sommes tous convaincus que nous avons la meilleure solution au problème du Congo. Quand nous avons la troisième voie entre le FCC et l'opposition dite institutionnelle. Nous sommes tous là pour combattre le parti au pouvoir, pour combattre le régime. Et le régime, ce n'est pas une personne. Le régime, c'est plusieurs personnes. Alors, je ne veux pas faire cette classification-là bipolaire ou encore à trois dimensions. Il y a le parti au pouvoir et puis il y a les opposants. C'est comme ça que moi je... Et vous vous placez où? Nous sommes tous dans l'opposition parce que nous nous opposons au parti au pouvoir, nous voulons changer les choses, même si dans l'opposition, je prends de la rupture. Ce qui est une autre façon de faire les choses parce que à notre échelle, j'associe aussi l'ancienne opposition. Parce que le pouvoir n'a pas géré seul. Nous reprochons à l'opposition d'avoir été très passif pendant des années. Ils ne créent pas, ils ne font que réagir. Et le parti au pouvoir joue presque seul à ces jeux d'échecs-là et puis il gagne à tout moment. Nous venons avec ce discours-là de la rupture pour essayer de rééquilibrer le jeu. Anticiper un peu sur les coups du pouvoir. Nous anticipons tout. C'est là même le but. C'est comme ça que doit se faire la politique. Il faut comprendre ce que l'adversaire est en train de préparer. C'est une erreur de penser que l'autre a commis une erreur. C'est ça le problème. C'est ça même la logique du jeu d'échecs. Donc, par exemple, pour la machine à voter, moi je suis convaincu que le parti au pouvoir a soumis ce problème-là de machine parce qu'il savait dès le départ que l'opposition allait rejeter cette machine-là et puis ça allait ouvrir la voie au glissement. Mais l'opposition n'a pas senti à un dialogue d'abord. À un dialogue d'abord. Et le dialogue, on sait à quoi ça aboutit. C'était clair, à la lumière du jour, on pouvait voir ça. Mais l'opposition pose le problème, rejette la machine sans proposer de solution. Et nous proposons la solution au lieu d'insister sur le problème. C'est ce que nous avons fait, par exemple, aujourd'hui avec le collectif, parce qu'il y a plus urgent que la machine à voter. Il y a le problème de l'impression de bulletins. Si la CENI va imprimer les bulletins seuls en Corée du Sud, comment saurons-nous qu'ils ont imprimé 40 millions de bulletins et non 80 millions? Déjà, ils peuvent tricher à partir de là. C'est un problème sérieux. Ça dépasse le problème de la machine. On veut s'impliquer dans ce processus-là d'impression de bulletins. Et puis, il y a le problème de la carte d'électeur. Il y a une machine, un logiciel qui a permis à ce que nous puissions avoir nos cartes, ils ont scanné et tout. On veut que ces machines-là soient là, dans chaque bureau de vote. Que la personne qui a voté puisse faire passer sa carte, qu'on puisse voir que la machine dise qu'il a voté, de sorte que... La boucle soit voilà, que quelqu'un d'autre ne puisse pas utiliser cette carte-là ailleurs. Ce sont ces problèmes-là qui doivent nous préoccuper.
Et si on résout d'ailleurs ce problème-là, la machine à voter deviendra un petit problème, un faux problème. Alors, faux problème, évidemment, mais encore faut-il être entendu par les autres, ceux qui sont présentés comme des poids lourds. Poids lourd par rapport à quoi? Parce que dans notre collectif, nous sommes déjà plus de 8. Donc, si à la CENI, il y aura vote, nous allons certainement le remporter. Ils ne sont qu'au nombre de 4. Ils semblent être au nombre de 8, mais les autres ont été invalidés. Donc, ils ne sont pas légalement candidats président de la République. Aujourd'hui, les parties prenantes sont les candidats validés par la CENI. Et les 8 personnes avec qui je travaille font partie de ces candidats. Est-ce que justement le petit handicap pour vous, cette Kikouni, c'est de ne pas disposer d'un grand parti, comme on dirait aujourd'hui? Parti politique? Oui. Nous avons créé une plateforme qui s'appelle l'UFM. Il y a une adhésion massive de presque partout. Les jeunes sont très motivés. Ils sont dans cet enthousiasme-là de voir les choses changer. Et en 2 mois, nous avons pu faire adhérer plusieurs membres. Nous continuons à former plusieurs membres. Avant les élections, avant même la campagne, croyez-moi, nous allons rééquilibrer les choses. Nous allons peser. Si peser, c'est avoir plus de membres, nous allons aussi peser dans ce sens-là. Mais nous pesons aussi parce que nous avons des idées qui changent les choses sur le plan économique et dans d'autres secteurs. Je ne vais pas vous demander, vous aussi, si vous avez un projet de budget à milliard pour le Congo, mais vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo a encore toutes ces choses pour aller vers l'émergence? Oui. Et à condition que la République démocratique du Congo puisse très bien choisir sa politique économique. C'est vrai qu'il y a des candidats qui sont venus avec des projets qui, à mon avis, sont très démagogiques, avec des chiffres irréalisables. Mais nous sommes venus avec un projet qui est très pratique. Il y a un schéma. Les autres parlent de la création, distribution et redistribution de richesses. Tu ne peux pas faire ça la première année, encore moins les 5 prochaines années. Ça ne va pas marcher. Il y en a qui parlent de la création des richesses et de la redistribution. C'est aussi démagogique, c'est même suicidaire. Tu ne peux pas distribuer la richesse que tu n'as pas. Nous, notre politique se base sur la création et la distribution d'abord. Nous allons d'abord créer la richesse et puis nous allons distribuer à ces gens-là qui vont travailler. Et à long terme, nous allons passer à la redistribution. Et puis quand on parle de redistribution, ce n'est pas seulement distribuer, donner aux fonctionnaires un salaire élevé. Non, lorsque vous faites une route qui permet aux gens de faire les infrastructures. Ouais. Par exemple, tout le monde parle de l'éducation primaire gratuite. C'est irréalisable, on n'a pas cet argent-là. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rendre la formation technique gratuite. Les écoles professionnelles, pour récupérer d'abord les diplômés, les chômeurs, les chégués, pour les transformer d'abord en main-d'œuvre. Parce que le développement, c'est le fils aîné de la formation technique. Et l'éducation classique, c'est la fille aînée du développement. Donc il y a des règles qu'il faut suivre. Là, je vous parle maintenant comme entrepreneur, c'est notre seule issue de secours. Le Congo a quand même un taux élevé de chômage. Vous le dites, on ne cotise pas. Et comment relever ce défi du chômage quand on sait que les zones industrielles qui existaient ne le sont plus? Vous êtes du côté de Kitabo, Chenik, Utexco, c'est fini, vous allez alimenter. C'est devenu de grandes friches industrielles, il n'y a plus rien. Comment pouvez-vous évoquer un développement industriel ou dans quel domaine si le Congo ne change pas aussi sa manière de produire? Pour la première année, pour les 12 premiers mois de notre mandat, nous avons prévu un budget de 12 milliards de dollars. Et nous voulons prendre 41,6% de ces budgets et l'investir dans l'entrepreneuriat. Déjà, c'est quelque chose. Nous allons investir, créer 50 000 entreprises, plus de 1 million d'emplois. Et ces entreprises-là vont, d'une certaine manière, lutter contre le chômage. Nous avons ciblé 99 secteurs. D'accord. Nous allons voir comment créer cet équilibre entre toutes les provinces, de sorte que le Congo devienne un pays exportateur de produits agricoles. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, l'Afrique du Sud a manqué le maïs. Oui. Le produit le plus consommé en Afrique du Sud. Pour avoir le maïs, les Sud-Africains ont commencé à importer le maïs du Brésil, qui est très loin. La distance entre Cape Town et Johannesburg est de 1500 km.
La distance entre Lubumbashi et Johannesburg est de 1500 km. Si on avait ce maïs-là, on allait se faire de l'argent. Des recettes. Voilà, des recettes. Très important. Nous voulons investir dans ces différents secteurs-là pour que nous puissions devenir un État qui produit et grandit en produisant. En tout cas, le Congo va grandir en produisant, mais encore faut-il régler tous les problèmes sociaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de dérives. Récemment, quand on parlait d'un terme Oudjana, on a interpellé les autorités au plus haut niveau. C'est une jeunesse désœuvrée. Avez-vous, vous êtes un jeune, mais vous savez l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse, oui. Et déjà, dans notre projet de société, notre priorité des priorités, c'est lutter contre le chômage. Parce que nous associons presque tous les problèmes que nous avons au problème de chômage. Et l'enfant qui fait le Kuluna, qui se transforme en Kuluna, et l'enfant soldat qui intègre le mouvement, les regroupements armés à l'Est, ce sont des gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail. Quand tu lui donnes une arme, ça devient un moyen pour lui de prendre le pain sans payer quoi que ce soit. Les Kuluna font la même chose. Chez les filles, le phénomène Oujana, c'est parce que les parents n'arrivent plus à assurer leur sécurité alimentaire, alors ils ne savent plus contrôler leurs propres filles qui se permettent maintenant de faire autre chose. Donc tout dépend des conditions matérielles. Lorsque vous changez les conditions matérielles des gens, beaucoup de choses changent automatiquement. Vous donnez du travail, ça règle tous les problèmes. Donner du travail, les occuper d'abord. Je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai des gens qui travaillent pour moi, croyez-moi, ils se comportent différemment des chômeurs. Ils se concentrent sur leur travail, ils reçoivent leur salaire et d'une certaine manière, ils redistribuent ces salaires-là dans leur famille, ils paient le minerval de X, Y, ils savent quoi faire avec cet argent-là. Si on peut créer de l'emploi pour le jeune, nous aurons résolu beaucoup de problèmes. Le président avait dit dans l'un de ses discours il y a quelques années qu'il regrette. Ce qu'il regrette, c'est qu'il n'a pas pu changer la mentalité du Congolais. Écoutez, c'est une très mauvaise approche. Tu ne peux pas changer la mentalité de quelqu'un si tu ne changes pas sa condition économique. Un riche ne se comporte pas de la même manière qu'un pauvre. C'est aussi simple que ça. L'infrastructure détermine la superstructure. L'infrastructure, c'est la condition matérielle. Donc, si vous demandez à quelqu'un qui a faim, quelle est la meilleure chose au monde, il vous dira c'est la nourriture. Mais une fois qu'il est rassasié, il va penser à autre chose. C'est comme ça que ça marche. Ce sont des principes de base soulevés par Marx il y a longtemps. Je ne vois pas pourquoi on ne comprend pas. Mais nous essayons d'investir sur la mentalité, changer la mentalité. Tu vas changer la mentalité de quelqu'un qui a faim, tu vas le changer. Tu vas changer cette mentalité comment? Commençons d'abord par le côté économique. Et le basique. Le basique, c'est aussi simple que ça. Et le reste va suivre d'ailleurs automatiquement. On n'aura pas à fournir beaucoup d'efforts. Vous le dites bien, vous savez, le cultivateur qui va dans son champ, s'il entend un coup de feu, il ne va plus retourner dans son champ. Vous avez évoqué l'agriculture. Mais comment le Congo peut-il remettre tout cela en place sans avoir un minimum de sécurité? Et je crois que les derniers événements sont là pour montrer qu'on a un vrai problème de sécurité au Congo. Oui, c'est un problème. J'admets. C'est vrai que lorsque nous étions en train de préparer notre projet de société, nous n'avons pas eu accès à certains documents qui sont considérés comme secret de défense. Secret de défense. Mais nous sommes tombés sur des documents qui prouvent qu'il y a déjà certaines réformes qui ont été lancées par le pouvoir en place. Ça s'appelle le FEC. Donc on parle de la formation, de l'entraînement et du casernement. Une fois que nous sommes au pouvoir, nous voulons d'abord évaluer ces documents-là. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? C'est très important. Mais dans notre projet de société, nous envisageons délocaliser notre état-major vers l'Est. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'état-major se trouve dans la capitale pendant que nous sommes en guerre pendant des années. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ils sont présents sur le territoire de la République démocratique du Congo. On doit trouver un moyen pour contenir ces gens-là. Au moins commencer par ça, les contenir. Avant de trouver un autre moyen pour les faire sortir de la République. Nous avons aussi envisagé un service militaire obligatoire pour le jeune. Notre armée est aussi corrompue que l'administration publique. Alors, nous voulons jeter l'eau propre dans les verres pour nous débarrasser de l'eau sale. Ce que nous allons faire, nous allons réduire notre armée à une armée des officiers, 35 000, 40 000. Et chaque année, nous allons former 250 000 jeunes réservistes qui vont renforcer notre armée. C'est très important. Cette Kipuni,
on pourrait diviser sur le Congo, et je vois votre enthousiasme pour ce pays, mais là, nous sommes encore à 3 mois de ces élections, des élections que vous appelez de vos voeux. Si vous avez un dernier message à ceux qui vous suivent, pas seulement ici au Congo, mais ceux qui aiment ce pays comme vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que ces élections sont cruciales pour nous. C'est vrai que beaucoup regardent le processus comme s'il s'agissait d'un spectacle ou d'une comédie. Mais moi, je viens en République démocratique du Congo, croyez-moi, nous souffrons. Le jeune de ces pays souffre, le Congolais souffre. Donc, nous sommes appelés à nous impliquer et à choisir nos candidats et à chercher à soutenir ces candidats-là. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un président qui sera super-homme. Nous avons besoin d'un président qui sera serviteur, qui s'identifie au peuple. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que les candidats puissent avoir déjà tous les atouts de lui-même. Non. Il faut choisir la personne qui a ces potentiels-là et essayer de construire le Congo que nous voulons avec cette personne-là. C'est très important. Donc, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du spectacle. Nous sommes vraiment en danger. Et si nous continuons comme ça, je ne vois pas comment est-ce que nous allons nous en sortir. Donc, nous invitons tout le monde à s'impliquer. J'ai fait partie de la diaspora, j'ai étudié à la diaspora, mais je suis rentré il y a quelques années. Surtout ceux de la diaspora, ils sont invités aussi à s'impliquer. Ils sont très critiques. Écoutez, nous avons besoin d'eux. C'est vrai qu'il y a ces débats-là sur la double nationalité, et moi j'ai ma position à moi, mais ils doivent s'impliquer. Aujourd'hui, économiquement parlant, nous revenons encore à l'économie, ils représentent un poids extraordinaire. Nous voulons ouvrir les portes pour eux, pour qu'ils viennent. Ce sont des petits bourgeois, comme moi je les appelle. Hein. Un petit bourgeois, c'est quelqu'un, même s'il vit dans de mauvaises conditions, mais dans sa tête, il a déjà vécu le développement, il ne voit pas les choses de la même manière. Donc ils peuvent contribuer considérablement au développement de ces pays, sans entrer dans le système. Parce qu'il y en a aussi qui sont venus, qui sont entrés dans le système, se sont perdus. Raison pour laquelle moi je ne suis pas entré dans le système, je commençais par postuler au niveau de la présidence, parce que tu ne peux pas combattre 100 personnes dans le Parlement en étant seul. Qu'ils viennent, il y a un mouvement de la rupture incarné par Seth Kekuni, et ensemble nous pouvons déboulonner cette grande machine-là, ce léviathan-là qui dirige le pays pendant plus de 17 ans maintenant. Et vous dites unis, vous ferez mieux. Unis, oui, voilà. C'est dans l'unité que nous pouvons faire mieux que ce qu'ils ont fait. Merci, Seth Kekuni. Merci.